Vous écoutez Banque des Territoires, la radio, en direct de Numérique en commun à Lens. Bienvenue sur Banque des Territoires, la radio, bienvenue sur le NEC 2022. Nous sommes en direct du stand de la Banque des Territoires au stade Bollaert de Lens qui accueille 3 jours de rencontres autour de l'inclusion numérique. Un sujet sur lequel la Banque des Territoires se mobilise au quotidien. De quelle manière se mobilise-t-elle ? Alors d'abord en accompagnant et en opérant le déploiement de politiques publiques massives comme les maisons France Service ou les conseillers numériques France Service auxquels nous avons consacré précédemment nos rendez-vous, en contribuant à l'émergence d'un réseau de 15 hubs pour un numérique inclusif sur le territoire. Également par la mise en œuvre de dispositifs de relance fléchés par exemple sur l'éducation et les TPE. Mais à la Banque des Territoires, on aime aussi détecter des talents, détecter des projets innovants et prometteurs, leur faire bénéficier de l'expertise nécessaire et investir pour leur permettre de passer à la vitesse supérieure et qu'ils bénéficient surtout au plus grand nombre. Quand la Banque des Territoires finance des solutions pour pérenniser les dispositifs de l'inclusion numérique, c'est le thème de notre émission. Banque des Territoires, la radio. Bonjour Nicolas Turca. Bonjour. Vous êtes responsable du service éducation, inclusion numérique et service au public à la Banque des Territoires. C'est avec vous que tout au long de cette émission, nous allons évoquer cette stratégie de pérennisation de l'inclusion numérique qu'a adoptée la Banque des Territoires. On va aussi à cette occasion découvrir plus en détail ce marché de l'inclusion numérique qui mérite peut-être d'être un petit peu décortiqué, détaillé pour comprendre comment il fonctionne et puis surtout le besoin auquel il répond. Et pour cela, je me tourne vers celui qui est à vos côtés, Guilhem Pradalier, directeur de la Mednum. Bonjour Guilhem. Bonjour. La Mednum, co-organisateur de NEC 2020, qui œuvre depuis 20 ans pour créer un réseau qui rassemble les médiateurs numériques et qui est, Nicolas Turca, un partenaire, j'allais dire, historique sur le numérique de la Banque des Territoires. Un partenaire historique, un partenaire clé, parce qu'en fait, à la Banque des Territoires, on ne fait pas les choses seuls, on fait les choses en partenariat. En alliant, j'allais dire, le meilleur des deux mondes, l'intérêt général, les pouvoirs publics, et puis également des acteurs privés, des acteurs qui bougent et qui font avancer des choses. Et c'est quelque chose d'important, cet équilibre entre ces deux mondes. Voilà. Donc, créer des solutions, c'est ce que vous essayez de faire ensemble. Mais dans la médiation numérique, il y a beaucoup de médiateurs ici. L'identification du besoin, c'est la première chose, en fait, à faire. À titre individuel, ça c'est sûr. Et peut-être à titre plus global, c'est encore plus compliqué. À la Mednum, vous avez travaillé sur une méthode, un indice qui permet ça à l'échelle du territoire. En fait, les besoins et les modes d'action sont très communs entre notre travail, nous, un peu systémique sur les acteurs de l'inclusion numérique à la Mednum, qui est la coopérative nationale qui en rassemble autant que possible, et la manière de travailler avec les territoires et collectivement que décrivait Nicolas. Dans les besoins principaux, et c'était encore, je pense, un des enseignements des discussions qu'on a pu avoir hier avec des élus du territoire, mais pas que, les sujets d'identification et de connaissance sont hyper importants. Alors évidemment, des écosystèmes locaux qui permettent de produire, disons, de l'inclusion numérique ou de la médiation, mais aussi et surtout les manières d'orienter son action ou de comprendre les types d'écarts au numérique ou d'éloignement au numérique qu'il pourrait y avoir dans différents territoires. C'est dans ce sens-là en fait, qu'une solution a été imaginée avec l'ANSA, le CREDOC et plusieurs territoires il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, je crois, le départ de l'IFN. Donc cet indice de fragilité, il a été imaginé sur une base d'open data, des données socio-démo, INSEE et autres, qui permettent de qualifier ou d'identifier des potentiels éloignements numériques dans des territoires assez finement. C'est-à-dire qu'on va être capable de dire sur une ville, bientôt un quartier, et en allant assez profondément dans l'analyse, du coup, à quel point le risque est élevé ou faible, et surtout de quelle nature il est. C'est-à-dire que si on a sur un territoire, alors je ne vais certainement pas donner le bon exemple, et mes équipes data seraient bien meilleures que moi pour le faire, mais sur un territoire des populations plutôt âgées avec une mauvaise couverture réseau, on ne traite pas le sujet de l'éloignement numérique de la même façon que s'il s'agit d'un QPV, de grande précarité sociale et de peu d'accès aux bibliothèques. Donc en fait, ces indices-là ne sont pas des relevés de terrain, mais bien des potentiels, puisqu'il s'agit de données open data et d'un algorithme. Et nous, on pense déjà que ce sujet est déjà profondément utile pour essayer de piloter des dispositifs et mieux les orienter. Évidemment pour les acteurs publics, territoriaux,
territoriaux comme nationaux, mais aussi et de plus en plus pour des groupes privés. On travaille avec des entreprises privées qui, pour mieux cibler des types d'actions qu'ils vont mettre en place, nous demandent de travailler à des croisements entre leur base de données qui bien sûr reste privée et ces logiques d'open data pour essayer de mieux orienter leurs actions et de gagner en efficacité et en compréhension des écosystèmes. Après, il y a une deuxième chose, et on remercie largement Nicolas et ses équipes là-dessus, c'est qu'en fait ce sujet-là, quand on déroule un peu la pelote, il a un potentiel assez important pour le projeter, soit en croisement de données avec d'autres écosystèmes. En ce moment, on discute par exemple les écosystèmes de santé sur la consommation de soins et l'éloignement numérique, le secteur 1 des médecins, le consommation 100% santé. On pense évidemment qu'il y a des liens, mais on essaie de les déterminer. Et ensuite, et la vision est un peu plus longue encore dans les échanges qu'on peut avoir avec la Banque des Territoires, c'est le lien justement entre ces besoins potentiels et les moyens qui vont être mis en place, c'est la manière dont on les rend efficients. Donc ça, c'est l'étape d'après sur laquelle on réfléchit beaucoup, mais voilà, ça, c'est un outil auquel on croit énormément, sur les équipes s'engagent beaucoup et on a un soutien essentiel de la Banque des Territoires et des équipes de Nicolas. Il va être déployé comment cet outil, cet indice de fragilité numérique? Il est mis à la disposition des collectivités, mis à la disposition des régions? Bien sûr. Ouais. On a deux principes d'action à la MEDUM sur ces outils-là, et l'IFN est le bon exemple. L'ensemble des sujets qu'on produit, on les met en libre et on les documente. C'est-à-dire que n'importe quelle collectivité, dès aujourd'hui, même dès les premières versions de l'indice de fragilité, pouvait y accéder et, si elle le souhaitait, passer du temps, s'en saisir et le décliner pour son territoire ou l'utiliser, voire le customiser, puisque c'est ouvert. Dans un deuxième temps, on a augmenté les versions et amélioré les fonctionnalités, mais à chaque fois toujours en laissant ça de manière totalement disponible. D'ailleurs, les équipes qui sont sur le stand là sont en train de travailler à la finalisation d'une toute dernière version de l'indice de fragilité qui a été travaillée avec énormément de parties prenantes, que ce soit des collectivités ou des acteurs de l'inclusion numérique, pour essayer de l'optimiser, répondre à de nouveaux besoins, l'améliorer et arriver à être toujours plus pertinent dans ce qu'on propose. Nicolas Turca, c'est un outil en or, ça. C'est un outil qui est important parce que pour cibler, pour connaître, c'est fondamental et c'est quelque chose que d'ores et déjà, d'ailleurs, on déploie sur un certain nombre de programmes pour justement augmenter l'impact. C'est un sujet, on fait du financement à impact à la Banque des Territoires, en tout cas dans les équipes pour lesquelles je travaille. Et connaître et être capable de qualifier les endroits où on va, c'est quelque chose de très important. Donc on est en train d'ores et déjà de le déployer sur un certain nombre d'outils. Ça nous a servi aussi pour les conseillers numériques, ça nous a servi pour des programmes d'investissement d'avenir également, qui est quelque chose d'important chez nous, notamment en matière d'éducation. Mais c'est quelque chose qu'on va continuer en tout cas de déployer. Ouais. Donc pour savoir comment aider le secteur de l'inclusion numérique à se structurer de manière pérenne, il y a vous d'un côté, puis il y a la Banque des Territoires qui a réalisé une étude de marché dont Marianne Beaufils, chargée de projet et d'investissement inclusion numérique, nous livre les principaux enseignements. Premier enseignement, je vais dire le chiffre de 374 millions d'euros par an, qui est le chiffre qu'on a estimé du marché de l'inclusion numérique pour à peu près 150 structures. On a souhaité mettre un chiffre sur ce marché pour avoir un point de repère, une référence, et puis nous aider ensuite, nous, dans nos prises de décision. C'est un marché qui s'est développé sous l'impulsion de démarches exploratoires dans les années 2000 et qui ensuite s'est structuré avec les cyberbases, les EPN, et puis avec l'impulsion de la crise Covid, malheureusement, qui a vraiment grandi, et notamment l'État qui s'est rendu compte de l'urgence et qui a investi 300 millions d'euros sur le sujet, avec notamment les 4000 conseillers numériques que vous connaissez, et puis les 2500 espaces France Service. Donc maintenant, c'est un vrai sujet de politique publique. On a aujourd'hui 2/3 des financements de ce marché qui viennent des acteurs publics. On a 1/3 qui vient du privé. Donc le privé, ça va être à la fois les entreprises et les ménages qui peuvent se permettre justement d'avoir des formations sur la montée en compétences sur le numérique, l'achat de matériel reconditionné. Et les entreprises, en fait, se sont rendues compte de plus en plus de la nécessité d'avoir des solutions d'inclusion numérique, notamment sur la mise en conformité de leur site internet, sous l'impulsion du RG2A. Avec également les formations numériques de leurs employés, et puis des dons, épargne solidaire, et puis surtout les entreprises se sont rendues compte que l'inclusion numérique, c'est aussi un levier d'adoption de leurs propres outils à eux qu'ils développent par ailleurs. À la Banque des Territoires, on a identifié 3 pistes pour l'avenir du secteur. On a déjà le fait d'accélérer les projets dans une logique publique-privée pour les faire grandir.
Donc ça va être de développer et de favoriser des mécanismes de mutualisation pour acheter et puis des solutions innovantes à l'échelle des territoires. Ça peut être de documenter l'interopérabilité, les interfaces, les ressources. Ça, c'est vraiment le premier point, cette logique publique-privée. Ensuite, on a toute la partie, on s'est rendu compte qu'il fallait financer en amorçage les entreprises pour leur permettre un passage à l'échelle. L'une des grandes conclusions de cette étude, c'est que le marché, il est quand même peu mature. Il est jeune et les structures, elles sont en développement. Et c'est pour ça qu'il faut mobiliser des outils financiers et stratégiques qui sont adaptés à ces structures. Et puis, le dernier point, je dirais, dans nos pistes, nous, sur ce secteur, c'est d'élargir les horizons de ce domaine transverse et de créer des synergies avec d'autres domaines, que ce soit la santé, l'éducation, le développement économique. On peut aussi dire la banque, par exemple, et bien d'autres. En fait, l'inclusion numérique, c'est vraiment transverse et vous allez le retrouver dans toutes les autres verticales. Et l'idée, c'est justement d'expérimenter, de passer à l'échelle sur également ces autres activités, ces autres verticales. Un peu à l'image de la Tech for Good, de favoriser la prise de conscience collective que l'inclusion numérique est partout et concerne tout le monde et tous les sujets. Nicolas Turquin, un marché peu mature, donc... Un marché peu mature, un marché qui a encore besoin d'être structuré, qui a besoin d'être accompagné. C'est le sens d'ailleurs de l'ensemble des actions qu'on met aujourd'hui en œuvre, notamment en ingénierie territoriale. Historiquement, les hubs territoriaux pour un numérique inclusif dont on a beaucoup parlé viennent d'ailleurs, sont une recommandation d'un groupe de travail dans le cadre de la stratégie nationale pour un numérique inclusif en 2019 qui disait pour augmenter et accélérer un certain nombre de dispositifs aujourd'hui, y compris privés, et faire ces alliances publiques-privées, il faut justement mettre de l'huile dans les rouages au plus près finalement des acteurs de terrain. Et donc c'était une des grandes recommandations d'ailleurs du groupe de travail qui s'appelait Consolidation économique avec le directeur général d'ailleurs à l'époque d'Aptic et la patronne de l'inclusion numérique des Hauts-de-France de l'époque. Sur lequel on était en effet co-rapporteur de ce sujet-là. Mais c'est un élément clé en fait pour faire comprendre, pour permettre justement ces alliances de terrain dans lesquelles on croit beaucoup pour le coup. Alors peu mature, mais surtout j'ai l'impression un marché qui est en train de s'inventer dans son mode de fonctionnement, dans son modèle économique. Il n'est pas fixé encore, il n'existe pas ce modèle économique. Non, le modèle économique, il est encore faible, mais il y a une prise de conscience en fait généralisée qui s'est accélérée, notamment avec le confinement, avec le tout numérique qui est devenu la norme, je pense. Enfin, il y a eu plusieurs étapes, mais je ne vais pas revenir dans le passé, mais à minima, les 2 dernières étapes qu'il y a eu, c'est la stratégie nationale pour un numérique inclusif, où le chiffre des 13 millions est un chiffre effarant, et donc qui permet de donner un marché quand même, et donner une perspective dans le langage investisseur, ça s'appelle un market sizing, c'est quelque chose d'important. Non, mais c'est quelque chose de très important d'être capable de dire jusqu'où on va, l'ampleur du sujet. Voilà. La food tech, on sait que c'est 65 millions de gens, d'accord, qui sont concernés sur le marché français pour manger tous les jours, d'accord. Là, c'est 13 millions de personnes qui sont concernées par l'inclusion numérique. C'est quelque chose d'important. Et la deuxième étape, je pense, c'est la généralisation d'un certain nombre d'outils numériques pendant le confinement, pendant les confinements, qui a accéléré. Et on le voit aujourd'hui sur le terrain, qui a accéléré, et notamment dans ce qui vient d'être dit, sur les perspectives dans un certain nombre de sous-sujets. Je pense à l'éducation, je pense à la santé, qui a pris une ampleur phénoménale ces dernières années, ou la digitalisation des TPE ou des PME, ou des artisans commerçants qui font face à ce genre de sujets. Dont on parlera dans une émission, d'ailleurs, cet après-midi à 14h30. Revenons à cette histoire de modèle économique. Cette carence en modèle économique, c'est une des raisons pour lesquelles la Banque des Territoires a choisi de soutenir financièrement une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a créé une offre qui reformule le mode de financement de l'inclusion numérique. C'est la coopérative Aptic. Banque des Territoires, la radio. Bonjour Virginie Letane. Bonjour. Vous êtes directrice générale déléguée d'Aptic, entreprise bordelaise qui a été créée en 2018. Et vous avez créé le carnet Pass Aptic. Quel est le principe ? Alors, ça ressemble en format vraiment à des tickets restaurants. Ils sont partagés sous un modèle, on va dire, connu, populaire, plutôt sous un format qui peut être presque considéré comme une récompense, un accès socialement reconnu, et qui permet du coup d'être distribué par toutes les personnes qu'on a réussi à mobiliser économiquement parlant pour investir dans des solutions d'inclusion numérique auprès de bénéficiaires qui sont ces 13 millions de citoyens en fragilité.
et qui vont du coup être redirigés vers des lieux de médiation numérique qui sont qualifiés aptiques et qui vont accepter ce moyen de paiement. Finalement, c'est un moyen de paiement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous recréez une sorte d'écosystème, j'ai l'impression, avec ce carnet Pass Aptique, parce qu'il y a d'un côté ceux qui sont responsables de la digitalisation et c'est eux qui vont être les payeurs, entre guillemets. Exactement, on les mobilise un peu sur le principe de pollueur-payeur. Ils ont quelque part une notion de coût évité en ayant travaillé sur la digitalisation, soit de services sur, par exemple, réduction du trafic dans les agences Pôle emploi pour déclarer chaque jour, chaque mois l'activité, on va dire, des personnes en recherche d'emploi. Ça peut être également des entreprises qui sont à digitaliser leurs services relations clients, qui permettent d'éviter du trafic en boutique, donc derrière évitent des coûts, mais qui, en ayant pris ce parti, ont relégué des personnes en non-recours au droit, qui ne peuvent plus du coup profiter ou alors réduire leur reste à vivre, comme on dit. Donc en fait, tout ce travail de mobilisation leur permet derrière, eux, de comprendre les enjeux et leurs responsabilités et de pouvoir accompagner les personnes qu'ils ont laissées de côté. Donc on a ceux qui sont les payeurs responsables de la digitalisation, les utilisateurs et de l'autre côté les médiateurs. Exactement, donc les médiateurs historiquement comptabilisés sur environ 5000 personnes qui du coup progressivement sont venus se qualifier auprès d'Aptic. En 3 ans, on est maintenant environ 1100 organisations, 1600 points de présence. Quand on parle de qualification, qu'est-ce que c'est ? C'est une démarche qui a lieu en ligne pour les personnes qui le souhaitent et qui permet de déclarer sur les typologies de compétences sur lesquelles elles souhaitent se positionner pour accompagner les citoyens. Donc on a une sorte de carte, comme un menu au restaurant, de 130 services. Vous cochez les services sur lesquels vous pensez être à l'aise pour accompagner. Et ensuite, vous travaillez sur tout un processus plutôt administratif de bancarisation qui pour nous est essentiel parce que ça permet de sécuriser les flux financiers qui actuellement en tout cas en majorité viennent de fonds publics, que ce soit des opérateurs de services publics ou des collectivités. Et dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre le terrorisme, on est obligé du coup de sécuriser ces flux. Est-ce que ça vous permet aussi de remonter de la data ? Exactement. Donc tout le principe après, c'est comme dans un restaurant, je file la métaphore sur Sodexo. Le restaurateur qui scanne son pass Sodexo pour être capable d'encaisser derrière son client, là c'est exactement la même. Le médiateur numérique va scanner le pass à l'issue de l'accompagnement, ça va nous remonter la data de quelle typologie d'accompagnement a été réalisée dans quel lieu, sur quel sujet, et de la part de quel commanditaires, comme on les appelle, donc les clients qui ont investi de l'argent pour financer ces passes. Donc toute cette information remonte en temps réel et ça permet d'apporter quelque chose de nouveau par rapport au modèle des subventions classiques et historiques. Initialement, c'est de l'argent qui vient et qui finance des associations, par exemple, et sur lesquelles, du coup, on n'a pas de reporting d'activité. En tout cas, légalement, c'est interdit. L'activité d'Aptic permet de remonter cette data en temps réel et de la porter auprès de nos investisseurs, auprès de toutes les personnes qui ont investi justement aussi dans ces solutions, donc nos fameux clients. Voilà. Nicolas Turca, il y a une belle réponse là. Ah oui, c'est une réponse importante parce que c'est reconnaître que finalement la médiation numérique a un coût. C'est des personnes, c'est des gens, c'est des employés qui aujourd'hui font et ont développé des compétences et ces compétences se payent. Donc le pass numérique en effet permet cette prise en charge de démonétiser en partie pour le client final, finalement pour les Françaises et les Français, un certain nombre, l'accès à des services de qualité, d'accord, qui ont été qualifiés. Et en même temps de faire porter un modèle beaucoup plus pérenne à la structure qui développe de l'inclusion numérique sur un territoire en lui fournissant un modèle économique finalement. Donc voilà, et c'était la chose principale qui nous a tiré dans l'investissement sur Aptic, c'était cette capacité à avoir de l'ingénierie financière et à mettre de l'ingénierie financière dans un dispositif qui est très complexe. Oui, et pour compléter, en fait, l'argent qu'on va mobiliser auprès de ces fameux pollueurs-payeurs va être en grande majorité redistribué sur le territoire auprès des acteurs de médiation numérique. Donc notre enjeu est plutôt vraiment de lutter sur cette image de fausse gratuité où en fait, d'ailleurs beaucoup d'acteurs qu'on essaie encore de convaincre pour se qualifier chez nous nous disent mais non mais attendez, j'ai pas besoin, mon activité elle tourne. Oui mais en fait, qui vous rémunère quelque part c'est des dons, des subventions, mais en fait vous faites pas émerger, vous ne valorisez pas votre travail au quotidien. Et juste en chiffre clé intéressant, Aptic, en 3 ans, nous a permis de redistribuer quasiment 2,5 millions d'euros sur le territoire. Ce qui n'est pas négligeable. Vous avez participé à la Banque des Territoires à une levée de fonds pour Aptic. C'est le mode de soutien que vous avez choisi. On parle ici de la stratégie d'investissement. Est-ce que ça veut dire aussi du réseau, du partenariat au long cours ?
Alors ça veut dire un accompagnement. Investir dans une structure, c'est faire deux choses. C'est parier et quelque part dans le projet que les entrepreneurs portent. Et y croire et l'endosser, d'accord, et être capable de le défendre pour les collectivités territoriales, pour des acteurs de terrain et des choses comme ça, être capable de le présenter, d'accord. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, être aussi porte-étendard quelque part. Et c'est là où on n'est pas vraiment un fonds et on se comporte plus comme du corporate venture finalement, en direction notamment des collectivités territoriales et des acteurs de terrain. Et puis c'est aussi accompagner les entrepreneurs dans la compréhension des écosystèmes, dans la mise en place et dans la mise en relation d'un certain nombre de sujets les uns avec les autres, sur des PIA, sur des conseillers numériques, sur des France Services également, sur des choses comme ça. C'est jouer justement du réseau et de l'étendue de l'action de la Caisse, de la Banque des Territoires en la matière. À nos côtés également Emmanuelle Vandamme, présidente du... Restez avec nous. Groupe Pop, bienvenue Emmanuel. Merci. Le groupe Pop, 2015, c'était vous 2015. 2015 à Lille pour la création. Alors votre spécificité à vous, c'est d'en avoir 5, j'ai envie de dire, c'est d'avoir 5 activités. Oui, la mission du groupe Pop, c'est de faire société numérique. Nous, on s'est posé la question de comment on pourrait accompagner au mieux une transition numérique inclusive de tous les territoires. Ce qui pose des questions de compétences, ce qui pose des questions de médiation, ce qui pose des questions d'insertion d'une partie du public. Et donc aujourd'hui, on a effectivement 5 activités complémentaires. On est présent un peu sur toute la chaîne de valeur du numérique inclusif. On fait de la formation avec une activité qui s'appelle Pop School, présente aujourd'hui en 6 régions. On fait de la médiation avec une offre assez originale qui s'appelle Pop Café. Pop Café, c'est le numérique au comptoir. On cherche à faire des lieux qui soient les moins stigmatisants, les moins impressionnants possibles pour les publics, pour accueillir une grande diversité de publics. On a aujourd'hui 6 cafés qui fonctionnent bien en Hauts-de-France, en Île-de-France, un modèle qu'on est en train d'essaimer sur d'autres régions. On a une activité de design de politique publique pour accompagner les acteurs publics dans leur projet en faveur de la transition numérique inclusive des territoires. On a une activité d'insertion qui s'appelle la FabNum, où on accompagne des jeunes qui sont souvent en grande difficulté sociale à se remobiliser. Et on fait ça grâce au numérique. Le numérique, dans ce cas, sert vraiment de support à la remobilisation. Et enfin, on porte des activités d'accompagnement des acteurs de la médiation numérique, donc des hubs. On a porté le hub numérique inclusif des Hauts-de-France, les assembleurs. Et aujourd'hui, on accompagne les hubs d'Île-de-France, Franciline, et du Grand Est, Hub Est. C'est-à-dire que vous êtes physiquement implanté sur les territoires, vous opérez ces services réellement au contact des territoires, au contact des usagers. C'est ça qui vous permet d'avoir, je dirais, une connaissance aussi upgradable du territoire, de le suivre, peut-être d'incrémenter votre offre territoire par territoire ? Oui, tout à fait. Nous, on est très ancrés sur les territoires, avec vraiment, on accorde beaucoup d'importance au fait de s'insérer dans des écosystèmes existants, à renforcer ces écosystèmes plutôt qu'à venir les perturber. Donc on travaille beaucoup en partenariat avec des acteurs locaux et on croit beaucoup à cette échelle territoriale qui est souvent l'intercommunalité, parfois à des échelles un petit peu plus grandes, sur lesquelles il y a énormément de choses aujourd'hui en fait, à construire en termes de réponse à ces enjeux de transition numérique. On voit parfois l'inclusion numérique comme une contrainte sociale ou un poste de dépense finalement pour les collectivités. Et nous, on est vraiment persuadés que ça peut être vraiment une vraie chance en fait pour les territoires d'accompagner cette transition. Ça peut développer de l'activité locale. C'est une occasion de relocaliser la valeur produite par le numérique. Et nous sommes un groupe d'entreprises de l'ESS et on croit vraiment beaucoup au rôle de l'ESS pour accompagner ces démarches de transition. Et pour sortir certains territoires de l'exclusion, même tout simplement sociale, au niveau de l'emploi. Effectivement, si on amène le fil très loin avec vos organismes de formation, voilà, on va vers des ouvertures vers ces marchés-là. C'est ça qui vous a plu, le territoire, Nicolas ? Alors oui, mais c'est un secret parce que on n'est pas censé l'annoncer tout de suite. On fait plein de choses avec Pop par ailleurs, et les assembleurs évidemment. Mais rendez-vous le 12 octobre prochain et on aura des choses à dire. Il
il y a deux choses qui sont importantes qui viennent d'être dites, notamment sur la question de la pérennisation des dispositifs, qui est un sujet qui nous hante tous depuis 2 jours. En général, c'est l'ingénierie territoriale qui est fondamentale dans notre affaire. L'intelligence territoriale est la clé probablement de la pérennisation. Et la façon dont les territoires s'en emparent et déclinent dans la réalité de leurs problématiques que vient de décrire Emmanuel et qui est différente selon chaque territoire, et c'est tant mieux. C'est quelque chose d'important et des rôles comme les hubs, Pop le fait très bien, d'autres aussi, mais c'est quelque chose d'important, d'accord, cette intelligence territoriale. Et ensuite, la montée en gamme de l'ingénierie financière, de cette réflexion, de se dire comment est-ce qu'on est capable de pousser le modèle, comment est-ce qu'on est capable d'agréger des cofinancements, comment est-ce qu'on est capable aussi de prendre en charge un reste à payer ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose également qui nous avait beaucoup plu dans Aptic. Donc les deux modèles sont très importants je pense, dans la suite. L'intelligence territoriale, 2, l'ingénierie et l'intelligence aussi financière, il faut quand même le dire. Les finances publiques locales sont contraintes. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Je ne vous fais pas, et j'espère que vous irez au Congrès des maires pour écouter tout ça. Mais je pense que c'est un vrai sujet, en tout cas. Et donc oui, il faut leur apporter des solutions, en effet, différentes, innovantes et renouvelées. Là encore, il y a eu une levée de fonds à laquelle la Banque des Territoires a participé. On dit un mot de votre modèle économique à vous. Chez Pop, qu'est-ce que c'est Pop ? Nous, on intervient sur des sujets d'intérêt général qui, lorsqu'on démarre sur une problématique de formation, d'insertion, de médiation, ne sont pas forcément des marchés existants encore émergés. C'est tout à fait la problématique que décrivaient tout à l'heure Nicolas et Marianne. Nous, notre modèle, c'est de développer des preuves du concept sur une base de financement public. Donc, quand on crée Pop Café, les premiers cafés sont financés par des fonds européens, de la subvention. Cette subvention permet de valider le projet, de vérifier sa faisabilité, de le dimensionner, d'affiner la logique économique. Et ensuite, lorsque ce premier travail de preuve du concept est fait, on essaime, et cette fois sous forme plutôt de prestations. Donc dans le cas de Pop Café, par exemple, c'est passé par des marchés publics, c'est passé par des partenariats avec des collectivités, mais qui n'étaient pas forcément sous forme de subvention, où on essaie de trouver des modèles économiques. Là, aujourd'hui, Pop Café, on est en train de développer vraiment la partie café. On vend des cafés, on vend des bières, on vend des repas, etc. Et c'est vraiment un pari, en fait, de dire on va financer la médiation numérique grâce aux recettes générées par des activités annexes, qui ne sont pas simplement là non plus pour compléter le modèle économique, c'est aussi une façon de créer de nouvelles relations avec les usagers. Quelqu'un qui rentre dans un lieu pour boire un verre ou venir manger le midi n'a pas la même va pas recevoir de la même manière les offres de médiation numérique qui peuvent être. On a vu à quel point dans ces émissions c'était important dans la médiation numérique d'ailleurs, ces lieux justement. Et donc finalement nos différentes activités, on répond toujours à ce modèle-là. On prototype dans un cadre de financement public et ensuite on développe une offre de service, typiquement dans une logique ESS, où on va souvent compléter quand même par du financement public, mais le financement public n'est plus l'élément clé du financement de nos projets. De fonctionnement. Voilà, on cherche à compléter par des recettes propres qui assurent l'autonomie financière des projets. Est-ce que vous avez des clients privés ? Ça fait partie de nos projets. Ça fait partie de nos, voilà, on se rend compte que de plus en plus d'acteurs privés viennent regarder ce qu'on fait. Quand on installe un Pop Café dans une collectivité, on se dit finalement on pourrait aussi installer ça dans un cadre d'entreprise. Donc on échange avec des entreprises. On voit aussi que depuis quelques années, les entreprises ont vraiment une plus grande appétence vers les questions de médiation numérique. Se posent la question, et c'est une question qu'elles ont raison de se poser parce que la montée en compétence des équipes dans une entreprise est très importante. Donc ça fait partie de nos projets de développement d'impliquer beaucoup plus les acteurs privés dans les projets que l'on mène. Nicolas Turca, vous l'avez annoncé hier en assemblée plénière du NEC 2022. La Banque des Territoires veut continuer à soutenir des entreprises émergentes en matière d'inclusion numérique. Alors, quelle va être
le mode d'action dans les prochains mois. Donc, on est toujours disponible et à l'écoute pour continuer d'investir dans des structures, évidemment, des structures à impact, des structures de l'ESS, mais pas que. On regarde toute forme de dossier aujourd'hui à la Banque des Territoires avec un angle assez précis, qui est il faut que ça serve aux collectivités territoriales, il faut qu'on puisse avoir l'alliance aussi de financement, ce qu'on appelle des logiques de cofinancement et de co-investissement. Donc ça, c'est des choses qui nous sont importantes et qui nous sont chères. On a donc cette offre d'investissement, mais qu'on voudrait en effet démultiplier et accélérer finalement. En montant donc finalement en partenariat avec le groupe SOS et l'incubateur Hachette, l'accélérateur Hachette et le groupe Impulse d'ailleurs, pour pouvoir justement mettre en place un dispositif d'accélération de projets entrepreneuriaux pour l'inclusion numérique. Donc c'est le moment de candidater, c'est le moment, donc il y a une page internet qui a été mise en ligne. Donc là, on est en plein sourcing de projets. Donc c'est des projets qui sont pas forcément, donc qui ont déjà passé la preuve de concept. D'accord, c'est des projets qui ont déjà D'où l'accélérateur au-delà de l'incubateur. D'où l'accélérateur au-delà de l'incubateur, tout à fait. C'est déjà des projets qui ont un go-to-market. Ils ont déjà trouvé des premiers clients, d'accord, qui sont déjà revenus. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Et qui ont besoin d'être accélérés à travers une feuille de route sur différents sujets, que ce soit sur le sujet commercial, développement, mais également peut-être aussi sur les sujets des opérations en propre. C'est parfois compliqué pour des boîtes de comprendre comment les marchés publics fonctionnent, comment finalement une trésor, finalement, ça s'anticipe parce que Pôle emploi ou d'autres paye à 1 an de différence. Donc ça, c'est comme ça. Mais en tout cas, ça s'apprend, ça se coach, ça se mentor. Et c'est le sens donc, de l'accélérateur que met en place donc, Hachette et le groupe SOS. Avec derrière le réseau toujours de la Banque des Territoires qui joue l'accompagnement, le développement des solutions à l'échelle des territoires. Tout à fait, avec l'objectif notamment d'investir dans les meilleures des boîtes au bout du bout et d'accélérer leurs projets et donc de pérenniser leurs projets via du financement en investissement. Donc oui, bien sûr, c'est l'objectif de pouvoir proposer encore plus finalement de services à l'échelle des territoires. L'information est passée, il n'y a plus qu'à sur le site de la Banque des Territoires. On cherche quoi ? Pardon ? On tape quoi sur Google pour retrouver Alors on la page ? tape quoi ? C'est vrai, on tape quoi ? On a sur l'accélérateur Hachette, vous trouvez sur la page de l'accélérateur Hachette à Lyon, vous trouvez la page qui est dédiée au sujet. Voilà. Il y a aussi une petite doc sur le stand que vous pouvez aller. Tout à fait, il y a un flash code pour prendre rendez-vous avec les équipes et commencer à pitcher. Mais voilà, et puis sinon sur les réseaux sociaux, c'est facile de nous trouver et normalement vous êtes capable de retrouver le lien. Merci beaucoup, Nicolas Turca. Merci à toi. Responsable du service éducation, inclusion numérique et service au public à la Banque des Territoires. Merci beaucoup, Guilhem Pradalier, d'être resté avec nous. Vous êtes directeur général de la Mednum. Avec nous également Virginie Le Tan, longue vie à Aptic. Donc vous êtes la directrice générale déléguée. Emmanuel Vandam, longue vie à Pop. Et à très bientôt sur le stand de la Banque des Territoires et dans une nouvelle émission de Banque des Territoires. La radio, celle-ci est terminée, mais on revient à 14h30 en direct du stand de la Banque des Territoires sur le NEC 2022 de Lens pour évoquer un sujet passionnant et où tout reste à faire et à inventer l'inclusion numérique des TPE. À tout à l'heure avec Banque des Territoires, la radio.